Pierre Demeuse, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à nouveau chez vous, en Lauragais, pour continuer cet entretien sur la contre-révolution. À présent, on va essayer de tirer des perspectives politiques, toujours en tirant des enseignements de l'histoire et des concepts que l'on a essayé de dégager. Et pour démarrer, j'aimerais partir d'une citation de votre ouvrage « Idées et doctrines de la contre-révolution ». Les traditions permettent de préserver les liens entre les hommes de manière mystérieuse et indépendamment de leur volonté. C'est ça qui, évidemment, fait l'objet d'attaques dans le phénomène de la modernité de manière générale. Il y a des facteurs, des déterminants lourds, de longue durée. Et puis, il y a aussi ce qu'il est convenu d'appeler des complots, des conspirations, ou des projets, si on veut. Et j'aimerais que vous reveniez sur l'appréciation très nuancée que vous avez faite de l'analyse de l'abbé Augustin Baruel, de la Révolution française, à cet égard. Baruel est un ancien jésuite qui s'est rendu célèbre pour un livre, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Et dans ce livre, il développe l'idée d'un complot général, finalement, de tout ce qui est antichrétien, tout ce qui est hostile à l'ordre, pour réaliser cette œuvre magnifique qu'est la Révolution. Alors, Baruel n'est pas l'inventeur de ce principe, il existe déjà depuis longtemps, depuis le milieu du XVIIIe siècle, mais Baruel va lui donner un systématisme qui lui est tout à fait propre. Alors, personnellement, je considère que nier l'existence de complots, c'est nier finalement le fonctionnement du politique. Les complots sont partout, il y a toujours des complots, il y en aura toujours. Je veux dire par là que quand vous avez des gens qui sont d'accord entre eux et qui discutent d'un sujet avec éventuellement une action à mener, évidemment, c'est déjà un complot. D'ailleurs, les philosophes du XVIIIe siècle, dits des Lumières, étaient un complot permanent contre tous les gens qui leur faisaient concurrence. Hein, Seminguet, Fréron, tous ces gens ont été cruellement combattus avec des punitions très, très lourdes. Linguet est mort de chagrin parce que Malesherbes avait fait interdire son journal. Donc, tous ces gens, il y a des complots. Maintenant, l'existence d'un complot général qui chapeauterait le tout et qui tiendrait lieu d'autorité souveraine au monde entier, alors là, nous sommes en complète fantasmagorie. Bon, qu'il y ait des complots, c'est évident. Quand aujourd'hui on accuse de complotisme ceux qui remarquent, comme par hasard, tous les journaux en même temps vont développer le même thème pour combattre telle ou telle personne. Bon, si c'est ça la théorie du complot, non, ce n'est qu'une réalité. Bien sûr qu'il y a une connivence. La connivence, elle est partout. Hein. Alors, la question de Baruel, là où on ne peut pas suivre Baruel, c'est sa notion de complot satanique, qui est très fréquente, et très fréquente parmi les contre-révolutionnaires, parce qu'elle a ceci d'extraordinaire qu'elle permet de tout expliquer. Le complotisme, en ce sens-là, c'est une explication simple. Ça permet d'être très savant. On a tout compris. On a compris tout le fonctionnement du monde. Oui, bien sûr. Mais malheureusement, c'est pas suffisant. Et surtout, c'est absolument pas suffisant pour le combattre. Pour le combattre, il faut le démonter. Et le démonter, ça veut dire le connaître dans ses détails, voir quels sont les complots,
connaître les faiblesses de l'adversaire, car il en existe. Hein, des haines entre factions, des leviers sur lesquels on peut jouer. C'est ça, la politique, une politique de réaction contre l'agression que représentent ces groupes de pression. Donc voilà, si vous voulez, je ferai à Babel le même reproche que je peux faire d'une manière générale à tous les providentialistes et même d'une certaine manière à Jacques de Maistre, c'est-à-dire des gens qui finalement se disent que ce n'est pas la peine d'agir, il suffit de lancer des imprécations et d'attendre qu'en fin de compte, la volonté divine restaurera quelque chose à la place. On reviendra sur ce point. Et qu'est-ce que vous inspire la réaction de beaucoup de figures politiques, y compris dans la dissidence ou la droite nationale, qui est une réaction de ricanement face à ceux qui traitent de complotistes, justement? À ceux qui les traitent de complotistes? Non, ceux qu'ils considèrent eux-mêmes comme des complotistes. Chacun a son complotiste, et il est toujours le complotiste de quelqu'un. Bon, moi je pense à, par exemple, ce qui s'est passé au moment de la crise de l'épidémie de Covid. Ben, oui, indiscutablement, il y a eu des actions communes. Il y a eu des gens, des intérêts qui se sont groupés pour favoriser telle ou telle chose, pour des raisons qui sont de toute nature, y compris au premier champ, pour des raisons financières, de profit à réaliser. Bon. C'est du complotisme, là? Certainement pas. Ce qui m'inspire, ce que pensent les gens qui disent, qui se moquent de tout ce qu'ils appellent complotisme, à partir du moment où on constate qu'il y a une force organisée, bon, bah, je suis un peu dubitatif. En réalité, il faut bien voir une chose, c'est que depuis quelques années, les accusations de complotisme, de notre côté du moins, sont de plus en plus rares, dans la mesure où il y a des choses qui apparaissent quand même très nettement, et des choses qui sont prévues quelques mois à l'avance et qui se réalisent comme par hasard, comme ils ont été prévus. Donc, complotisme, s'il y a complotisme vraiment très clairvoyant. Tout à l'heure, vous évoquiez le providentialisme, et ça nous ramène à un trait important de la contre-révolution et de sa possibilité ou son impossibilité à agir. C'est que pour elle, l'histoire, c'est le lieu non pas d'un accomplissement d'un projet, mélioratif, mais c'est le lieu, en gros, au moins à partir de la Révolution, le lieu du désespoir, le lieu d'une involution systématique. À partir de là, comment est-ce que, à l'intérieur de cette pensée même, ou en faisant appel à d'autres forces, comment reprendre prise, contact, action sur l'histoire? Vous avez traité ça déjà il y a longtemps dans l'essai sur les contradictions de la droite. Oui. D'abord, vous parlez d'involution. Il faut bien comprendre que lorsque je parle de providentialisme, je parle de cette théorie qui existe chez Maistre, de manière répétée, aussi chez Bonald, mais beaucoup moins. L'idée que finalement, ce que Maistre explique lui-même dans les considérations pour la France, à savoir que toute action contre la révolution ne peut conduire à rien, dans la mesure où les révolutionnaires ont l'appui temporaire de Dieu. Et c'est Dieu qui a décidé de punir nos sociétés et les révolutionnaires eux-mêmes, parce que Maistre met bien en lumière que, comme disait Bainville, la révolution commence d'abord par dévorer ses enfants. Ça, c'est tout à fait exact. Donc Maistre dit, c'est pas la peine. C'est même néfaste, nous dit-il. Je cite. C'est même néfaste. En fait, quand Dieu le voudra, aussitôt, tout s'arrêtera, tout s'effondrera. Et d'un seul coup, toutes les réactions remonteront naturellement. À cet égard, je voudrais
vous parlez de ce passage, précisément des considérations pour la France, dans lequel Maistre raconte comment les choses vont se passer. Elles vont se passer en 1814, et il nous dit, eh bien, le roi revient, et là, à ce moment-là, tous les gouverneurs, tous les chefs militaires se rallient à lui, sans qu'il ait demandé. Hein, et la monarchie, la dynastie Bourbon revient sur le pouvoir de manière naturelle, comme si elle l'avait quitté la veille. Bon. C'est pas Talleyrand. Comment ? C'est pas Talleyrand dit Fouché. C'est pas Talleyrand dit Fouché. Mais il faut quand même reconnaître qu'en 1814, les choses se passent comme ça. Les choses se passent comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, hein, bien sûr, il y a Talleyrand et Fouché, vous avez raison, mais en gros, les choses se passent de cette manière. Les Anglais ne veulent pas du retour des Bourbons, et ils essayent de chasser le duc d'Angoulême. Le duc d'Angoulême s'obstine, il y a un débarquement à Bordeaux, la duchesse d'Angoulême arrive à Marseille, bon, elle fait le drapeau blanc, et puis, effectivement, la monarchie se réalise comme si rien ne s'était passé. Quand on parle de Maistre, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il est mort en 1822. Donc, il n'a pas vu. Il a vu la dissolution de la Chambre introuvrable. Il n'a pas vu le ministère Villèle, il n'a pas vu, bien sûr, le ministère Polignac, il n'a pas vu la Révolution de 1830. Qu'est-ce qui se serait passé s'il l'avait vu? Aurait-il confirmé tout ça? Ça reste à savoir. On pourrait aussi se demander si Maistre aurait pris parti pour l'unité italienne ou contre l'unité italienne. Parce qu'au départ, vous savez que Maistre est favorable à l'unité italienne. Mais sous l'autorité du pape, bien sûr. Sous l'autorité du pape, bien sûr. Un néo-guelfisme. Mais, bon, il est clair que s'il avait vécu, il y a un certain nombre de choses qui se seraient précisées, on n'aurait pas la même vision que l'on a de Maistre aujourd'hui. Donc, Maistre, finalement, a une vision optimiste, disant, ma foi, Dieu a voulu nous punir, puis quand il estimera que sa colère est satisfaite, tout reviendra dans l'ordre. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et ça ne se passera jamais comme ça. Donc, ça, il faut quand même s'en rendre bien compte. En fait, dans l'histoire, il y a les circonstances, il y a le hasard, il y a la volonté. Mais sans volonté, rien ne peut arriver. C'est ça le problème. Vous avez un auteur qui a écrit beaucoup de livres sur le légitimisme, je crois qu'il est mort aujourd'hui, qui a défini la droite, et la droite légitimiste particulièrement, comme la négation de la volonté. Oui, c'est Stéphane Rias. Comment ? C'est le professeur Stéphane Rias. Eh bien, il est évident que sans volonté, rien ne peut arriver. Et là, on a une clé sur l'échec du royalisme à partir de 1850. Hein. L'échec du royalisme parce qu'il s'est totalement soumis au providentialisme, il a adopté, il a intériorisé, et puis finalement, il a été trahi par précisément ce à quoi il avait tout concédé. C'est le ralliement de Léon XIII qui entraîne la fin de l'espérance légitimiste. Donc, personnellement, je considère que la pensée de Maistre et son providentialisme sont une calamité pour le royalisme français. Alors, je sais qu'en disant ça, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais je le pense très sincèrement. Voilà. Il est très important qu'il y ait une loi. Il est important qu'il y ait une action. Cette action, elle est de deux ordres. Il y a une action dans deux directions. D'une part, en direction des élites, et aussi en direction des troupes mobilisables, c'est-à-dire la majorité du peuple français.
Le problème, c'est qu'il y a contradiction entre les deux. Parce que les élites n'ont pas tellement envie de devoir se faire imposer une volonté par les masses, et les masses n'ont pas envie, s'il faut regarder les mêmes élites, c'est pas la peine d'en changer, pas la peine de se battre. Donc, il y a une contradiction, mais cette contradiction, elle peut être résolue par les circonstances, par le discours, par le logos, c'est pas, c'est de montrer que la situation est tellement préjudiciable au peuple qu'il a intérêt à se soulever. Et que si tant est qu'il y ait besoin d'élites, eh bien, il y aura des élites qui le respecteront. Voilà. Il faut essayer de développer un raisonnement comme celui-là. Mais encore faut-il être audible. Pour l'instant, nous n'avons pas été. Et c'est pour ça que nous n'avons pas réussi. Est-ce que dans les causes profondes de cet échec donc de la contre-révolution et peut-être plus largement du logiciel conservateur, il n'y a pas seulement le fait que l'histoire n'a pas de consistance, hein, donc ça c'est ce qu'on a vu avec le providentialisme, et puis il y a aussi le fait que finalement, enfin une croyance plutôt, selon laquelle les équilibres vont se rétablir. On est dans une période qui est déséquilibrée dans un sens, les équilibres vont se restaurer, parce que finalement, la physique sociale va jouer son rôle, ça ne peut pas durer si longtemps que... et donc une forme d'épistémologie un peu scientiste, vous voyez, et une forme de quiétisme, en fait, conservateur. D'accord, je veux bien admettre le terme de quiétisme. En fait, vous avez là l'application du principe de Montaigne. Montaigne qui dit, bon, vous faites une société, même avec des criminels, et ben, vous aurez à peu près la même société que si vous prenez des justes. En fin de compte, ça ne change rien. Il y en a des hommes comme les pièces de monnaie, dit-il, vous les mettez dans une poche, elles finissent toujours par s'entasser. Ouais, c'est pas faux. Ce n'est pas complètement faux. Cela dit, tout dépend de ce que vous voulez conserver, de ce que vous voulez transmettre. Vous savez, si un jour, et c'est malheureusement possible, notre société, notre nation, notre culture, notre race sont totalement anéanties, qu'il n'en reste rien. Il y aura un État qui se fera, il y aura un groupe, il y a une société qui existera. Ce ne sera pas nous, on n'aura rien à voir avec ça, on sera totalement éjecté de l'histoire, mais elle aura lieu. Si l'idée c'est que finalement tout est pareil, bon, je comprends qu'on dise qu'on n'a pas envie d'agir. Si au contraire on tient à quelque chose, si on a envie de se survivre dans ses enfants, dans les mots qu'ils prononceront, dans les poésies qu'ils apprendront, dans les principes qu'ils recevront, ben alors à ce moment-là, oui, il faut agir. Je crois que c'est comme ça que se pose le problème. S'il s'agit que de dire, voilà, tout est pareil, tout est égal, tout sera toujours la même chose, ben à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Ça amène un autre point de difficulté, me semble-t-il. On a vu à l'époque des manifestations contre le mariage homosexuel beaucoup avancer comme ligne de défense contre ces propositions législatives la loi naturelle. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas d'énormes contradictions ou difficultés dans cette ligne de défense? Alors, il y a sur le principe, la loi naturelle existe. Cela dit, cette loi naturelle, elle trouve des applications très différentes selon les sociétés. Il y a des sociétés qui sont monogames, d'autres qui sont polygames, certaines sont même polyandres. Vous avez des sociétés dans lesquelles l'inceste est interdit, c'est la plus grande partie des sociétés, mais néanmoins des sociétés où il est autorisé à condition que ce soit en milieu dynastique. Bon. Vous avez des tas de choses comme ça qui sont très différentes selon les sociétés dont on parle. Vous avez la peine de mort, est-elle conforme à la loi naturelle ou contraire à la loi naturelle?
le problème, c'est que vous avez des gens qui vous disent elle est conforme à l'ordre naturel, bien entendu. Et d'autres qui vous disent non, pas du tout. Le peine de mort est quelque chose sur un point, c'est complètement opposé. Donc déjà, la naturelle, il est très difficile de déterminer les contours parce qu'elle change. Elle est variable selon les sociétés, selon les époques. C'est pour ça d'ailleurs que la notion de droit de l'homme est une absurdité. Pour la bonne raison, si les droits de l'homme existent, c'est les droits de l'homme de quelle époque, de quel endroit, hein, bon. Vous aviez dit l'homme de Néandertal qu'il avait des droits, je ne sais pas s'il aurait compris au discours que vous avez tenu, que vous ayez connu ça. Bon, ça c'est la première chose. Donc la loi naturelle est diverse. Et puis deuxièmement, le problème, c'est que justement, vous avez affaire à un mouvement de pensée qui a été créé à partir de la fin du XVIIe siècle, et qui consiste à dire que la loi naturelle, si elle existe, on peut la changer. Et non seulement ils le disent, mais ils le font. Ils le font. Hein. Ils changent la loi naturelle. C'est le proverbe qui dit personne ne peut changer une femme en homme. Oui, mais ils le font. Aujourd'hui, vous avez des chirurgiens esthétiques qui, moyennant des sommes importantes, souvent remboursées par la sécurité sociale, vous changent une femme en homme, et vice-versa. Alors, vous me direz, c'est pas. Se sont contentés de faire une opération tout à fait superficielle, et en réalité, le mental ne suit pas. Ça, on est d'accord. Mais vous répondons, les partisans de cette liberté, cette souveraineté totale de l'homme sur la nature, vous diront, oui, mais ça viendra, il faut commencer par là, puis après on y arrivera, etc. Alors, pour les dogmes de notre système actuel, qui remontent à la fin du XVIIe siècle, je vous dis, on peut changer de sexe comme on veut, on n'a plus besoin de père, on n'a plus besoin de mère, on n'a plus besoin de... On est soi-même son propre créateur de A à Z dans tous les domaines. Voilà. Et donc l'idée, c'est que ces gens manifestent, c'est que, il faut sans arrêt aller de plus en plus dans ce sens, puisque l'homme domine la nature et qu'il n'a pas à obéir à ses lois. Un homme comme Jacquard, par exemple. Jacquard qui dit sans arrêt l'idée de loi naturelle est une absurdité. C'est l'homme n'a pas à se référer aux règles de la nature, mais au contraire à les abolir. Donc, voilà la faiblesse de cette notion de loi naturelle. Je ne dis pas qu'elle est fausse. Je suis partisan j'estime qu'il y a effectivement des lois naturelles, mais il ne suffit pas de l'affirmer. Il faut le démontrer. Qu'est-ce qui peut le démontrer ? La première chose qui pourrait le démontrer, c'est l'échec de ceux qui le font. Quand viendra-t-il cet échec ? Je ne sais pas. Et puis que faire vis-à-vis de cet échec ? Le favoriser ? Se contenter de l'attendre ? On est toujours devant le même problème. Changeons peut-être d'échelle. On va s'intéresser à un aspect que vous avez traité depuis longtemps et qui est très important, qui est fondamental dans l'histoire de France, on pourrait même dire dans l'aventure française, c'est l'universalisme. Et jusqu'à un certain point, l'adoption d'une enveloppe universaliste qu'est-ce que vous pouvez, quel tableau vous brosseriez de l'histoire de son utilité ou de sa nocivité, donc pour la France évidemment, puisque c'est de la France dont on disait, alors je ne sais plus qui d'ailleurs le disait, tout homme a deux patries, la sienne est la France, oui. Ce genre de choses. Bon, Absolument. L'universalisme, je vais poser le problème dès le départ de façon lapidaire, en disant que l'universalisme, c'est un atout merveilleux quand on est puissant.
un État, plus il est puissant, plus il pourra utiliser l'universel à son profit. C'est un atout qui est absolument merveilleux parce que cet atout permet d'en user avec les potentiels adversaires en leur faisant croire qu'ils sont nos amis. Et quand on développe le thème de l'unité universelle avec des gens qui pourraient nous résister, nous être opposés, on pourra commencer par leur dire, mais vous voyez, le discours que nous vous tenons, vous pourriez le tenir vous-même. Et après tout, il n'y a pas de différence entre nous. Nous sommes du même côté. Mais, au contraire, à mesure que l'on s'affaiblit, l'universalité devient une facture interminable dont les intérêts augmentent sans arrêt et qui est absolument impossible à rembourser. Et ça, le problème, c'est que, en ce qui concerne la France a usé considérablement de l'universel à partir du XVIe siècle. Même 16e, oui. Même XVIe siècle. À partir du XVIe siècle, elle a commencé à en user avec beaucoup de succès. Toute l'Europe parlait français. Vous vous rendez compte, pendant les guerres de l'Empire, vous aviez des généraux de l'armée russe qui ne parlaient même pas russe. Ils parlaient français, tout le monde parlait français. Langeron a été gouverneur d'Odessa en succédant à Richelieu, mais ni l'un ni l'autre ne parlait pas russe. Ils parlaient tous les deux que français. L'administration parlait français. Bon, déjà, vous voyez le facteur de puissance que ça représente. Et puis, également dans le domaine scientifique, toutes les publications scientifiques étaient en français. Bon, tout le monde avait à cœur de ressembler à la France. On faisait venir des architectes français pour construire des châteaux seigneuriaux dans toute l'Europe. En Prusse orientale, il y avait une trentaine de châteaux qui avaient été construits par des architectes français que l'armée rouge a fait sauter d'ailleurs en 1945. Et donc, vous voyez, cet universel était facile à voir. Il sautait aux yeux. Et les résultats n'en étaient pas douteux. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Notre universel, quand nous invoquons l'universel, il est là pour nous donner des devoirs vis-à-vis des autres et aucun droit. C'est totalement sans contrepartie. Donc c'est vraiment un marché de dupes. Il faut arrêter de développer un universel si cet universel ne nous aide pas et au contraire nous est néfaste. Et il nous est néfaste à un point qu'on ne peut pas imaginer. Parce que, à la limite, la seule manière de solder la dette qu'on nous présente, c'est de disparaître, nous dissoudre complètement. Ou à l'horizon de cet universel, il y a la dissolution. Est-ce que je me suis fait comprendre ? Je crois que c'est clair. Voilà, je suis un peu brutal, mais bon, voilà. On va aborder maintenant la question du retour vers la tradition et d'une forme de restauration consciente de la tradition, mais sous l'angle religieux. Est-ce que d'après vous, le catholicisme traditionnel est la dernière forme traditionnelle de culte en Europe, au moins occidentale ? D'abord, il faut être clair, le catholicisme traditionnel, par rapport au catholicisme conciliaire, représente un refus de s'engager dans une voie qui, évidemment, va dans le sens contraire de celle qui a été celle du christianisme jusque-là, du catholicisme jusque-là. Cela dit, il ne faut quand même pas oublier que le catholicisme n'a pas cessé de changer. Le catholicisme de 1875, au moment juste après le Concile Vatican I, est déjà très différent du catholicisme du XVIe et XVIIe siècle. Et on ne peut pas le constater. Avant le Concile de Constance, vous aviez, tout le monde disait qu'il y avait, on pensait qu'il y avait 3 sacrements, d'autres disaient 8, d'autres disaient 30, d'autres disaient 24. C'était extrêmement variable. Après le Concile de Constance, on dit qu'il y en a 7. Voilà. Et on rétrograde un certain nombre de rites qui étaient des sacrements jusque-là. Voilà, vous avez comme ça, l'Église décide un beau jour, voilà, mais maintenant c'est ça qu'il faut penser. Voilà. Bon,
elle a essayé, au moment du Concile de Vatican II, elle a essayé de procéder de la même façon vis-à-vis des principes de droits de l'homme, de la démocratie, etc. Bon, ça a marché un peu, ça a marché à moitié, mais pas complètement. Donc oui, effectivement, vous avez raison, le catholicisme traditionnel représente un élément de tradition important. Cela dit, il faut bien savoir que dans le christianisme, comme dans toute religion révélée et messianique, eh bien, il y a une priorité du dogme, du salut individuel. Et donc, si on veut éviter que le christianisme ait tendance à évoluer dans un sens néfaste pour l'ordre social, il faut en permanence contrôler ces expressions et l'empêcher de mal tourner. Vous devancez peut-être la deuxième question que j'avais derrière, c'est quelle est la place justement de cet élément religieux dans un projet de salut civilisationnel? Ah ben, il est très important. On a absolument besoin d'une religion. On ne peut pas se passer de religion, d'abord parce que le nombre de questions auxquelles notre esprit est incapable de répondre est énorme. La religion permet de donner une apparence de réponse. Puis également, la force de l'égoïsme individuel est telle que lorsque vous avez ce que Maurras appelait le temple des définitions du devoir, qui se trouve dans la religion, ben on n'a pas de difficulté pour trouver la voie droite. On sait que c'est là. On vous a dit qu'il fallait faire ça, vous faites comme on vous a dit. Bon, voilà. Donc la religion est indispensable. Et elle est même l'expression la plus élevée du lien social. Donc, vous voyez, on ne peut pas s'en passer. Bon. Est-ce que la religion catholique répond à ses besoins? Elle répond à ses besoins, oui, avec néanmoins une pente possible. Elle a toujours une pente, comme c'est une religion individualiste, elle a toujours tendance à privilégier le salut individuel au salut collectif. Ça, c'est comme ça. Comme c'est une religion qui est également une religion universelle, ben, elle a tendance à minimiser, à réduire l'importance des particularismes et des différences entre les hommes. Voilà, comme dit François, qui dit j'aime bien ceux qui construisent des ponts, pas ceux qui construisent des murs, n'est-ce pas? Voilà. Bon. Ça, c'est le problème. Elle a ces tendances à, il faut savoir les redresser, les ramener toujours dans le cadre de ce que la saine théologie catholique a toujours su faire. C'est-à-dire considérer que l'égalité entre les hommes n'existe que devant Dieu et qu'il est vain de vouloir la réaliser sur terre. Bon, tout ça, ce sont des rectificatifs à une tendance naturelle et qui ne finira jamais. Donc voilà, il faut être catholique, et il est bon d'être catholique, un catholique prudent et lucide. Est-ce que vous voulez évoquer le livre que vous venez de publier, donc sur le dogme de l'antiracisme? Ah voilà. Oui, ce livre vient de sortir il y a 2 mois. C'est un livre auquel je pense depuis longtemps, parce que je suis frappé de voir combien, d'abord, le logiciel antiraciste est devenu absolutiste, avec une violence qui oblige chacun au silence. Et d'autre part, l'importance que ce logiciel antiraciste a eu pour des événements politiques de toute première grandeur en Occident. Dans mon livre, j'en cite 2. On pourra
en citer d'autres. Le premier, bien, c'est la fin de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud était un État dans lequel il y avait des populations noires et des populations blanches, des populations britanniques également, et où la population vivait dans une certaine séparation entre les races. Il y avait une séparation, une ségrégation. Et à partir de 1947, à partir du moment où l'Afrique du Sud est devenue indépendante de la Grande-Bretagne, elle a développé l'idée que pour survivre, dans la mesure où les Anglais étaient des colonisateurs et qu'eux n'étaient pas des colonisateurs, qu'ils étaient des aborigènes, ce qui est partiellement vrai, puisque lorsque les Hollandais sont arrivés à la table au sud de l'Afrique, à l'extrême sud de l'Afrique, la population, il n'y avait pas de population. Au XVIIe siècle. Hein. Comment ? Au XVIIe siècle. Donc, à cette époque-là, il n'y avait personne. Donc, effectivement, ils sont la population originaire du coin. Et l'idée de plusieurs professeurs qui ont enseigné Verwoerd, hein, ça a été de dire il faut faire en Afrique du Sud une partition. Il faut partager les terres en plusieurs pays. Il faut arriver à avoir 2 pays différents, enfin 2 ou 3, ça dépend de la façon dont on le conçoit. Enfin, en tout cas, un pays pour les Blancs et un pays pour les Zoulous, les Xhosa, etc. Et l'idée de Verwoerd, c'était de ne pas conserver les meilleures terres, mais de les partager équitablement. Ça me rappelle quelque chose, pardon, c'est assez, ça semble être un coq à l'âne, mais c'est le partage dans les héritages mérovingiens où chaque fils a une partie près de la capitale, une partie près des forêts giboyeuses et une partie près des océans. Bon, et donc, en fait, un partage relativement équitable avec... Le but, c'était de faire ça. Bon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'idéologie antiraciste s'est lancée à fond contre l'Afrique du Sud, alors même que j'ai pu le constater quand j'habitais en Afrique, les conditions des Noirs d'Afrique du Sud étaient le plus souvent bien meilleures que celles des Noirs des pays indépendants. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette guerre intellectuelle qui a été menée par l'antiracisme a réussi à créer une sorte de sentiment de bannissement de la part des Blancs, des bourgs. Et ils se sont détournés de Verwoerd, en partie aussi parce qu'ils n'avaient pas envie de se départir des meilleures terres. Ils ne voulaient pas les partager. Ils voulaient garder la plus grande partie des richesses et laisser aux Noirs des richesses plus faibles. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait assassiner Verwoerd, et Verwoerd a été assassiné, et après son assassinat, la politique de séparation en 2 États avec 2 pays différents s'est arrêtée. Et ça s'est traduit par l'effondrement de l'Afrique du Sud à partir des années 90, qui est la date à laquelle le communisme s'effondre également en Russie. Donc en URSS, il y a une coïncidence entre l'effondrement de l'Afrique du Sud et l'effondrement de l'URSS, qui se comprend très bien. Les États-Unis n'ont plus envie d'aider les Sud-Africains dès lors que le danger communiste a disparu. Voilà. Et alors ensuite, qu'est-ce que ça a donné ? Vous savez ce que ça a donné, c'est-à-dire l'Afrique du Sud continue à être une puissance économique régionale, mais dans des conditions de vie qui sont certainement pas meilleures que du temps de l'apartheid, avec un taux de viol qui est le plus élevé du monde, le taux de meurtre par habitant qui est le plus élevé du monde, bon, une insécurité généralisée, enfin vous savez, tout ça, nous le savons, c'est connu. Donc c'est la conséquence, la possibilité entre 2 communautés de vivre ensemble et la conséquence des lois antiracistes qui donnent systématiquement à la majorité le pouvoir. La deuxième chose,
c'est le phénomène de l'immigration. Là, je vais aller vite. Vous savez comme moi, ça fait 50 ans que l'immigration se poursuit. Et je suis un vieux monsieur maintenant. J'ai entendu un nombre incalculable de fois des hommes politiques de droite et de gauche qui nous disaient « Ah oui, mais là, maintenant, les gens qui sont chez nous, il faut les intégrer. Pas de problème, on va mettre le paquet et on va les intégrer coûte que coûte. On va en faire en une génération, on va en faire des Français. » Alors, pour l'entrée en France, ça c'est fini. Il faut arrêter, on va arrêter ça pour de bon. Et tous les hommes politiques disaient ça et ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas réussi à intégrer les immigrés pour la bonne raison qu'il ne suffit pas d'investir des sommes d'argent pour y arriver. Et ils n'ont pas réussi non plus à arrêter l'immigration. Et pourquoi n'ont-ils pas réussi à arrêter l'immigration? Tout simplement parce que si on fait de l'antiracisme une loi, et une loi particulièrement importante, qui touche à tous les degrés de la morale, pourquoi refuser aux gens de rentrer? Pourquoi établir des frontières et des limites alors qu'on les a supprimées dans notre tête? C'est là la question. Et toutes les politiques ont échoué à cause de ça. Et il est totalement vain de croire qu'on puisse arrêter l'immigration. Alors, il y a deux solutions. Soit on réduit un niveau de vie catastrophique, on n'a plus rien à manger, c'est la famine. Alors là, on a peut-être un peu moins de candidats. Il faudra encore le temps que les gens s'en convainquent. Et si on ne le fait pas, eh bien, il faut mettre par terre, démonter cette idéologie qui nous conduit à la mort, c'est tout, et à l'invasion définitive. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'alliage de circonstances, mais l'alliage quand même, entre ce logiciel libéral, comment dire, antiraciste, et tout simplement la logique du marché qui s'appuie sur lui? Parfaitement, tout à fait. La logique du marché s'accommode très bien de l'antiracisme, pour deux raisons. La première, c'est que le marché a besoin de demandes qui soient standardisées. Plus la demande est standardisée, plus les gens sont pareils, n'ont pas de lucidité, pas d'esprit critique, plus ils sont comme ça, plus ils vont être de bons clients, qui discuteront, qui paieront. Et de surcroît, le fait qu'il soit totalement standardisé permet de faire des économies d'échelle sur l'argumentaire de publicité. Parce que si vous avez le même argument à donner à tout le monde, ça coûte moins cher que si vous êtes obligé d'en faire un pour chaque catégorie de personnes. Donc la massification, c'est une vision des choses tout à fait présente dans le capitalisme actuel. Voilà. Et donc cette vision, elle s'est réalisée. Et c'est pour cette raison-là que, comme le disait, je ne sais plus comment s'appelait la présidente du MEDEF, qui disait nous devons apprendre à faire des profits de plus en plus grands grâce au métissage. Ah oui. C'était le prédécesseur de Geoffroy Roux de Bézieux. Pardon ? C'était Laurence Parisot ou... Laurence Parisot. C'est ça, oui. Laurence Parisot. Est-ce que vous voulez évoquer la place de Maurras dans ce débat, puisque vous allez consacrer à celle-ci un petit livre? Oui, si vous voulez, bien sûr. Alors, Maurras n'a pas connu l'antiracisme, la rhétorique de l'antiracisme. Il n'a pas connu, il l'aurait démonté parce que c'est tellement enfantin que c'était pas difficile à faire, mais il l'a pas connu, donc il est mort en 1952. Donc à partir de là, c'était plus possible. Puisque l'antiracisme commence à s'exprimer à partir de la fin des années 50, début des années 60. Et donc, Maurras n'a pas connu, mais il a envisagé
tous les problèmes qui pouvaient être posés. Il n'a pas deviné la rhétorique qui allait être employée, et qui est essentielle. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais la rhétorique de l'antiracisme est essentielle. Elle est essentielle parce que c'est un raisonnement qui est fondé sur un certain nombre de sophismes et qui conduit toujours au même endroit et avec une série de clics qui font qu'on ne peut pas revenir en arrière. Maurras, ça ne l'a pas prévu. Mais ce que Maurras a prévu, c'est questionné sur les relations qui existaient entre l'héritage biologique, l'héritage qui est inclus dans nos gènes, et la nature des civilisations, quoi elles sont, en quoi sont dépendantes de telle ou telle particularité, de telle ou telle idiosyncrasie. Et Maurras a une réponse nuancée. Maurras est nuancé à cet égard. Il dit on n'a pas réussi à déterminer une table génétique qui permette de dire, premièrement, quelles sont les affinités, les potentialités que donne ou tel gène racial. Et deuxièmement, on n'a pas non plus réussi à dire s'il y avait des races qui étaient dans un domaine ou dans tous les domaines supérieurs aux autres. Donc il est sur le reculoir. D'autre part, Maurras n'aime pas les auteurs de l'école germano-anglaise de raciologie, en particulier Spencer, Houston Chamberlain, et puis le français Vacher de la Pouge, Gobineau. Et donc, ces gens-là, ils s'en méfient. Pour quelle raison? D'abord parce que, comme je viens de vous le dire, ils ne donnent pas de preuves scientifiques qui soient vraiment efficaces. Et d'autre part parce que leur attitude aboutit clairement à réserver à la France une place de troisième ordre. Voilà. Toujours avec ce raisonnement qui vient de Renan. Le fameux discours d'une nation, etc., qui d'ailleurs est très contestable. Je pense qu'il nous faut le remettre en cause sur beaucoup de choses. Parce que le discours de Renan... La réforme intellectuelle, la réforme intellectuelle et morale ou Qu'est-ce qu'une nation Qu'est-ce qu'une nation, pardon? Qu'est-ce qu'une nation le plébiscite permanent, tout ça. Je vous en parlerai d'autres jours, parce que sinon, on n'a pas le temps, mais c'est un problème important. Donc Maurras est méfiant, mais, cela dit, il est méfiant, mais il estime qu'il faut être très prudent et que, dans le doute, l'abstention s'impose. Et donc, il a écrit plein d'articles dans lesquels il explique qu'à son avis, il faut garder la distance entre les divers peuples, que le métissage n'est pas forcément une bonne chose, que la plupart du temps, c'est plutôt mauvais, que le mélange des peuples est catastrophique, sauf exception, mais sur lesquels il se sert des leçons de l'histoire et de l'anthropologie, mais pas jamais de l'idéologie. Bon, la position de Maurras, elle est donc là-dedans. Maurras est très hostile à toute immigration de masse. Il est tout à fait hostile à ce qu'il appelle le météka. Il est hostile à ce qu'il appelle les 4 États confédérés. Il a écrit là-dessus des choses remarquables. Et il a, vis-à-vis des caractères phénotypiques, une vision qui est tout à fait décomplexée.
Hein. Il vous dira, par exemple, que j'ai vu une Arlésienne, quelle merveille, que ce type arlésien, qui a la peau si blanche, les cheveux très noirs, les yeux noirs, hein, la taille assez fine et longue, et des jambes effilées, etc. Donc il a une vision des choses décomplexée. Hein, vous voyez. Il parle près d'un bois de Martinique où il se promenait. Il dit oui, il y avait une Suédoise qui avait un enfant avec un Berbère, et finalement, ça donnait le type grec le plus parfait. Maurras se serait absolument récrié si on lui avait demandé de respecter l'impératif de l'antiracisme, qui est de ne pas voir de différence. Ne pas voir de différence. Et bien ça, Maurras n'aurait certainement pas accepté. Donc voilà, il a écrit là-dessus des tas de choses très diverses, mais toujours avec beaucoup de talent. Et bon, je recommande de les lire parce que c'est amusant, c'est rafraîchissant surtout après, quand on sait ce qui s'est passé par la suite. Pour conclure cet entretien, Pierre Demeuse, je vous propose un petit exercice de préférence, pile ou face. Vous me direz votre préférence donc, au sein des alternatives que je vais vous proposer. Alors la première, Rossini ou Wagner? Rossini. Léon Bloy ou Maurice Barrès? Maurice Barrès, bien sûr. Léon Bloy. Plutôt l'énergie que le désespoir Plutôt l'énergie que le désespoir, absolument. Très bien vu. Marx ou Proudhon? Difficile. Je dirais Proudhon, quand même. Je dirais Proudhon. Mais chez Marx, il y a des choses intéressantes quand même. Franco ou Salazar? Franco. Oui, Franco. Luther ou Calvin? Luther. Louis XIII ou Louis XIV? Louis XIV. Corneille ou Racine? Corneille. Voilà, j'en avais prévu un trop facile, enfin trop évident, donc je le mets. Pascal ou Montaigne? Montaigne. Julius Evola ou René Guénon? Julius Evola, bien sûr. Mestre ou Donoso Cortés? Ouais, c'est un peu la même chose. Hein. Je crois que je préfère Mestre parce qu'il est plus drôle à lire. Bossuet ou Fénelon? Bossuet, définitivement. Et pour finir, Rousseau ou Voltaire? Je dirais, pour le systématisme, Rousseau. Alors, quelques autres... là, c'est vos préférences. Si vous voulez citer un homme d'État. Un homme d'État. Villèle. Le marquis de Villèle, donc le comte de Villèle. Comte de Villèle, pardon, le principal ministre de Louis XVIII. De Louis XVIII et de Charles X. C'est un grand bonhomme. C'est un grand bonhomme qui avait compris beaucoup de choses, qui était vraiment doté d'un sens de la prédiction qui était extraordinaire. Et malheureusement, il a été mis sur la touche, d'abord par Louis XVIII et ensuite à Charles X pour son malheur, parce que c'était pour lui préférer Polignac, dont on sait quelle a été la suite. Parce que Villèle avait parfaitement prévu ce qui se passerait avec Polignac. Hein. Un artiste. Un artiste, Rembrandt. Le pire chef d'État de la France. Écoutez, malheureusement, comme on va de pire en pire, je pense que le chef d'État actuel est vraiment parmi les pires. Le meilleur. Le meilleur chef d'État de la France. Et on peut aller jusqu'à l'Ancien Régime, le Moyen-Âge. Ah oui, d'accord. Écoutez, je dirais Henri IV. Ce qu'il y a de plus de droite en vous? Qu'est-ce qu'il y a de plus de droite en moi? Oui.
Ben, je crois que j'ai beaucoup de traits de la droite. Alors, ce qui est le plus de droite en moi, c'est le goût de la permanence. Le goût de la permanence. Et s'il y a quelque chose de gauche en vous? Il y en a nécessairement, bien sûr. J'ai peut-être trop le goût de l'esprit de contradiction. Voilà. La plus belle défaite française? Cameron, Et la plus grande victoire? Denain, Donc 1712. c'est ça. Vous savez, à propos de Denain, comment ça s'est passé? C'est extraordinaire. Le peuple de Paris s'est soulevé. Non pas, alors qu'il y avait eu un hiver épouvantable, famine, partout il y a eu des centaines de milliers de morts, etc. Le peuple de Paris se soulève. Il ne se soulève pas pour qu'on arrête la guerre, mais pour qu'on la continue. Louis XIV, qui avait fait vendre sa vaisselle d'or et d'argent, ses meubles d'argent, il y avait 12 tonnes d'or à Versailles, vendues pour payer les troupes. Louis XIV se décide, pour faire plaisir à la foule, d'envoyer de nouveaux généraux et de nouvelles troupes. Et c'est la bataille de Denain. Et là, l'ennemi est arrêté. Le prince Eugène est désespéré. Et bon, la paix sera infiniment moins dure que ce qui avait été prévu au départ par les Alliés et l'Angleterre. Voilà pourquoi Denain, c'est merveilleux. Eh bien, c'est sur cette belle victoire française que nous quitterons aujourd'hui. Merci Pierre Deneuve.